Fait avec amour et préparé avec amour. C'est binge audio, quoi. Salut, c'est Thomas Rozek. En ces temps troublés, où les sondages d'intention de vote font souffler un froid glacial le long de nos échines, je sais ce qu'il vous faut. Je sais de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de douceur, de nonchalance, du regard placide d'un animal dont la bonhomie réchauffera vos cœurs et vos âmes. Bref, vous avez besoin de capybara. Alors je ne pensais pas dire cette phrase un jour, mais c'est un fait. Cette période angoissante nécessite un héros à la hauteur des enjeux du moment. Et ce héros, c'est ce noble animal sud-américain, le seul à même de nous emmener vers des lendemains qui chantent. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui fabriquent ce podcast ? C'est ce qu'on va voir avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Classifier le capybara n'a pas été une tâche facile. On l'a d'abord considéré comme un cousin du cochon. Mais il a une tête de castor, des pattes palmées comme un canard, et il passe une bonne partie de son temps dans l'eau. Mais alors, qu'est-il exactement ? Bon, je sens bien que vous êtes un peu troublés. J'explique en 2 mots. À la faveur d'une série d'événements imprévus en Argentine impliquant des capybaras, l'animal a connu une vague de sympathie décuplée par la puissance des réseaux sociaux, ce qui nous a donné envie d'en savoir plus sur lui et sur le phénomène à l'œuvre. Alors avant que vous n'arrêtiez l'écoute pour chercher frénétiquement sur internet ce que peut bien être un capybara, restez avec nous, tout est prévu. Comme le dit animal ne vit pas en Europe, on n'en trouve guère que dans les zoos. C'est pourquoi je suis allé faire un tour au parc zoologique de Paris, l'ancien zoo de Vincennes, où vit une famille de capybaras, histoire d'en savoir le plus possible sur nos héros du jour. Ils sont là. Regarde-les. Ah, ils sont là. Noble bête. Superbe animal. Bonjour Charline. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Charline et du coup moi je travaille ici au parc zoologique de Paris depuis mars 2019. Où est-ce qu'on se pose ? On se pose ici pour faire ça ? C'est, moi, c'est... Nous on a pensé devant l'enclos. Ouais, devant l'enclos c'est bien. Ouais. Les bruits des capybaras. Est-ce qu'ils ils font du bruit ? Pas trop. Ah Ils font des petits couinements, des petits quand on s'approche un peu trop près. Il pousse des petits cris de cochon d'Inde, chante comme un oiseau. Et il aboie lorsqu'il se sent menacé. Ça reste des proies, donc ils ont beau être habitués à l'homme, notamment Abby, la vieille femelle. À chaque fois qu'on arrive vers elle, on a beau la prévenir, dès qu'on arrive un peu trop près pour elle, elle nous fait un petit cri et elle se décale. Ça ressemble à quoi un capybara ? Alors il est beaucoup confondu avec les castors en fait par les visiteurs, donc on l'entend souvent. Donc c'est un gros rongeur, c'est le plus gros rongeur du monde. Il fait entre 30 et 65 kilos à peu près. Donc c'est un mammifère, donc il est poilu, il a des poils bruns et donc il a bien une allure de rongeur avec 2 grandes incisives. Et il a aussi une particularité, c'est qu'il a les pattes palmées jusqu'au bout des ongles. Est-ce qu'il vit tout seul ? Il vit en groupe, en couple ? C'est quoi son mode de fonctionnement ? Alors il a un mode de vie grégaire, donc il vit en groupe. Et donc ici on présente nous un couple, Abby et son co, et leur jeune petit qui est né en 2017 et qui s'appelle Guapo du coup. Donc on a un trio ici. D'accord. Ça vit longtemps un capybara ? Alors ça vit environ une dizaine d'années. Après en captivité on a toujours des extrêmes. On sait qu'en captivité ils ont de la nourriture tous les jours, ils n'ont pas de prédateurs, ils ont des soins vétérinaires, ils ont un endroit sûr. Donc Abby, notre vieille femelle, est de 2001. Donc elle, 10 ans facile. Ouais, facile. Elle fête ses 20 ans cette année. Excellent. Ça mange quoi un capybara ? Alors ça se nourrit de végétation. Là vous voyez, ils sont en train de manger les feuilles mortes. Donc chez nous, ils ont donc du foin à volonté, ils ont une ration composée de fruits et légumes, ils ont de la pomme, ils ont des fruits un peu plus exotiques, des fois de la papaye, des fois du raisin. Ils ont toujours chou-fleur ou brocoli. Et on leur apporte aussi souvent que possible du branchage. Il leur faut aussi des écorces assez dures pour ronger leurs incisives. Comme tous les rongeurs, ils ont les incisives qui poussent en continu. Et du coup, ça leur permet de les limer. Ça vit où les capybaras à l'état sauvage justement ? On les retrouve où sur la planète ? On les trouve en Amérique du Sud, du coup en Amazonie, en Guyane, en Argentine.
Et dans les milieux plutôt dans les forêts humides ou dans les savanes, ils ont un très fort lien avec l'eau. C'est là où ils vont dans l'eau pour échapper aux prédateurs, aussi pour s'accoupler, pour faire leurs besoins. Et vous voyez sur leur physique qu'échapper aux prédateurs, c'est quelque chose qu'ils font particulièrement bien dans l'eau. Parce qu'en fait, ils ont les oreilles, les yeux et le museau qui sont alignés, ce qui leur permet de rester juste à la surface de l'eau et de voir sans être vus. C'est quoi leur prédateur à l'état sauvage ? Alors, ils ont le puma, ils ont le jaguar, ils ont les anacondas, ils ont les caïmans. Et voilà, principalement, c'est ceux-là. Et l'homme n'en fait pas partie, a priori. L'homme, c'est pas un prédateur direct en fait. Ouais. Il impacte la vie des capybaras, mais c'est pas un prédateur direct. Non. Il se comporte comment ? On en a un peu parlé sur les cris qu'ils faisaient, mais il se comporte comment avec les humains avec lesquels ils interagissent ici, donc notamment avec toi ou avec d'autres collègues ou avec les visiteurs ? Alors avec les visiteurs, ils n'ont aucune interaction. Après, avec nous, ça dépend du contexte en fait. Quand on arrive pour les sortir, ils sont assez conditionnés comme tous les animaux. Quand on ouvre une porte, ils savent que c'est le moment où ils vont sortir. Donc si on rentre avec eux à un endroit qui n'est pas trop un endroit habituel, ils ont plus tendance à nous fuir. Mais par contre, si on rentre dans l'enclos au moment du nourrissage, avec une pomme à la main, là, ils vont plus venir récupérer leurs pommes et partir un peu plus loin. Ouais. On a parlé un peu des capybaras et de l'eau, ils sont bons nageurs ? Ils sont très bons nageurs. Ouais. C'est une façon d'éviter un conflit. C'est, par exemple, les soirs où ils ne veulent pas rentrer et qu'ils n'ont vraiment pas envie et que les soigneurs doivent le faire, leur solution pour que nous, on n'ait rien d'autre à faire de plus, c'est se jeter dans le bassin. C'est vrai. Et là, on a beau faire beaucoup de choses pour les animaux, on n'est pas encore plongé pour aller les chercher. Et là, quand ils font ça, fin du game, fini pour nous. Ils ont l'air sympas, les capybaras. Est-ce qu'ils sont sympas, les capybaras ? Ils sont plutôt neutres en fait. Ouais. Ils sont pas méchants, ils sont pas gentils, ils font leur vie, on fait la nôtre et puis on interagit quand il faut interagir. Les visiteurs les aiment bien ? Comment est-ce qu'ils sont perçus dans le zoo, de ton point de vue ? Alors de mon point de vue, ils sont pas très mis en avant. En fait, les visiteurs, ils arrivent et ils regardent que le tapir. Donc eux, c'est un peu le spectateur caché au fond de l'enclos. Des fois, on entend il y a un bébé plus loin. Ça nous écorche un peu les oreilles, mais généralement, les visiteurs, à part s'ils viennent pour ça ou qu'ils voient vraiment qu'il est sur le panneau pédagogique, ils viennent les voir, mais sinon, ils les ignorent. En fait, ils les remarquent pas, plutôt. Ouais. Ça va peut-être changer, parce que je sais pas si tu sais qu'ils vont peut-être devenir des stars sur Internet. Je sais pas si tu étais au courant. Alors, j'en ai entendu parler, oui, très récemment. Et j'espère qu'ils seront un peu mieux mis en avant, que peut-être les gens viendront pour une fois voir les capybaras et non pas les tapirs. Donc, on verra ce que ça donne. Hablamos del carpincho, sí, hablamos del roedor más pesado y más grande del mundo, que esta semana fue noticia aquí en la Argentina porque los vecinos de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, aseguran que hay una verdadera plaga que ha molestado a las mascotas que viven en el barrio y también que ha generado accidentes de tránsito. Pour comprendre pleinement les raisons de ce succès de notre rongeur, il faut donc faire un tour par l'Argentine où tout s'est joué l'été dernier dans une banlieue cossue proche de la capitale du pays. Ça se passe à Tigre. Donc Tigre, c'est une ville de banlieue qui est à 30 km au nord de Buenos Aires. Et donc Nordelta, ça s'appelle Nordelta avec Delta parce que c'est construit sur une zone humide de Delta, un quartier qui correspond en fait au fleuve Paraná, cette zone. Flora Genoux est journaliste en Argentine, notamment pour Europe 1, TV5 Monde, Le Parisien et Le Monde pour lequel elle a signé il y a quelques semaines un long papier revenant sur l'histoire qui nous intéresse. Et il s'agit d'une résidence fermée. Il y en a plusieurs dans Buenos Aires et sa région. Mais cette résidence construite il y a 20 ans est la plus connue parce qu'en fait, elle est immense. D'ailleurs, je dis résidence, mais en fait, c'est plus une ville dans la ville. Il y a 40 000 personnes qui habitent dans cet ensemble de quartiers. On y trouve des écoles, un centre commercial, des lieux de culte, un centre sportif. Et Nordelta offre en fait le calme de la nature à 2 pas de la ville. Et de façon générale, la proposition immobilière des quartiers fermés en Argentine repose sur la sécurité. Ce sont des lieux qui sont surveillés. Il faut montrer patte blanche pour y pénétrer. Et ce sont des lieux aussi élitistes, coûteux, qui sont destinés aux secteurs les plus privilégiés du pays. Oui, c'est pas habité par des classes populaires, c'est destiné aux riches ou aux très riches. Oui, c'est ça. Je regardais là, à l'instant, le prix d'une maison à Nordelta, une maison de 340 mètres carrés, c'était $840 000.
Le salaire minimum ici, il est de 250 €. Donc oui, c'est clairement destiné aux secteurs les plus favorisés du pays. Et alors, au mois d'août 2021, donc, d'un seul coup, un personnage inattendu s'est invité dans ce quartier. Ce sont donc les capybaras. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ce quartier, dans ces quartiers où, a priori, eux n'ont pas accès normalement? En fait, c'est assez intéressant parce que les médias en Argentine, dans un premier temps, ils ont volontiers parlé d'invasion. Mais en fait, qui envahit qui? Les capybaras, ils étaient déjà présents sur cette zone humide de Delta bien avant la construction du quartier. Ce qui s'est passé, c'est que l'urbanisation, elle a continué d'avancer dans ce quartier en sachant très bien que des capybaras se trouvent là. D'ailleurs, un des nouveaux quartiers en construction s'appelle Carpinchos, donc capybara en espagnol. Donc avec l'avancée de l'urbanisation, les rongeurs, ils ont été poussés davantage vers les habitations. Et là, les habitants ont rapporté des cas d'animaux fouillant dans leurs poubelles, se promenant dans leurs jardins privés. Il y a aussi des accidents de la circulation, notamment à l'heure du coucher de soleil, qui est un peu l'heure de pointe du capybara, parce que c'est le moment auquel il s'alimente. Et certains animaux peuvent donc surprendre des véhicules et les déstabiliser en traversant la route. Et puis la présence des rongeurs, elle est aussi amplifiée par leur rythme de reproduction, 4 à 6 naissances par femelle, avec parfois 2 portées par an, selon une biologiste avec qui j'ai pu échanger. Hay que hacerse cargo. Cuando uno destruye el ambiente, destruye los bienes naturales, tiene que hacerse cargo de que tiene una consecuencia. La consecuencia hoy es que hay muchos carpinchos en Nordelta y tienen que hacerse cargo y devolverlos a su hábitat natural. Et du coup, alors, ça a eu quelles conséquences médiatiques et pour ainsi dire presque politiques, cette invasion qui d'un seul coup a été très très commentée cet été? Oui, en fait, ça révèle les choix, enfin plus que les choix, les problèmes environnementaux, sociaux, urbains de l'Argentine, cette histoire. Parce que le quartier de Nordelta, il s'est construit sans cadre environnemental légal. Ces terres qui servent normalement à absorber les eaux de pluie, elles peuvent plus remplir leur rôle et ça provoque des inondations, notamment dans les quartiers à proximité qui sont des quartiers plus modestes. Ça met donc en lumière les inégalités sociales et urbaines du pays, où, je le rappelle, 42% des habitants vivent dans la pauvreté. Et en parallèle, selon une étude qui date de 2016, un quart des nouvelles constructions résidentielles urbaines, ce sont ces fameux quartiers fermés destinés aux élites. Et cette présence des capybaras dans ce quartier, elle a aussi relancé un débat sur la loi de protection des zones humides qui a été présentée au Parlement en 2013, mais dont la discussion n'a jamais abouti. Et cette loi, elle vise justement à encadrer l'usage des zones humides. Et c'est un 5e du territoire argentin, les zones humides. Et ça, c'est absolument essentiel à la biodiversité. Alors ça a été beaucoup repris sur Internet, cette histoire, et d'un seul coup, j'ai l'impression une partie du public argentin qui était déjà très critique des populations qui pouvaient vivre dans ces quartiers et du symbole que ça pouvait porter en soi, l'existence de ces quartiers, se sont mis à utiliser le capybara comme un contre-modèle quelque part. Oui, mais en fait, c'est vrai que ça a été teinté d'humour et de détournement assez vite. Cette histoire, il y a eu un côté un peu David contre Goliath finalement. Et puis, ce qui a aussi joué, je pense, c'est l'affolement, en tout cas au départ, des habitants qui contrastait avec la nonchalance de ces animaux qui continuaient à se balader tranquillement dans leur zone d'habitat naturel. Donc oui, ça fait l'objet de beaucoup de détournements avec des mèmes sur les réseaux sociaux qui ont très vite représenté les capybaras comme un interprète du Capital de Karl Marx, finalement faisant la révolution chez les bourges, entre guillemets, comme ça a pu être dit sur les réseaux sociaux. Et alors, quelles solutions ont été trouvées pour essayer de régler les choses? Est-ce que c'est les habitants qui ont gagné ou est-ce que c'est les capybaras qui ont gagné pour l'instant? Pour l'instant, personne, parce qu'en fait, c'est un processus qui est long. Ils pèsent au moins une 60aine de kilos, ces animaux. Donc, une des solutions qui avait été présentée, c'était de les déplacer. D'ailleurs, vu que c'est devenu un sujet politique, certains fonctionnaires avaient proposé d'accueillir les capybaras dans leur ville, mais c'est hyper compliqué parce que c'est des animaux qui peuvent se stresser, qui sont donc très lourds. Donc, finalement, la solution qui est à l'étude actuellement, et ça va prendre du temps, c'est celle d'apprendre aux habitants à
cohabiter avec ces animaux. Notamment, il y a eu la piste d'installer des panneaux de la circulation pour inviter les automobilistes à faire attention à l'heure notamment du coucher de soleil sur la route, mais ça va prendre du temps. Est-ce qu'ils ont été utilisés aussi peut-être pour symboliser le nécessaire, la nécessité qu'il y a en Argentine de prendre conscience, ce qui n'est pas forcément le cas si j'en crois le papier que tu signais, de prendre conscience des enjeux environnementaux de plus en plus pressants auxquels le pays va devoir faire face de toute façon après ces grandes constructions, après ces nombreux projets immobiliers qui se sont faits un peu en dépit du bon sens parfois. Oui, alors là, il faut savoir que l'Argentine, c'est un pays où il n'y a pas un mouvement politique écologique propre. Et finalement, la conscience environnementale, elle est assez récente. Elle est récente et en même temps de plus en plus présente. Et finalement, toute la lumière qui a été faite sur cette histoire, ça révèle aussi cette tendance. C'est que de plus en plus, les Argentins, ou du moins une partie des Argentins, se rendent compte que la prise en compte de l'environnement dans les projets de développement, elle est essentielle. Alors pour compléter notre panorama de ce qui se joue avec nos capybaras, il nous faut le regard d'un pro des phénomènes numériques. Et ce pro, c'est mon camarade Vincent Manilev, à qui j'ai été demandé s'il était étonnant de voir un rongeur géant devenir un potentiel chouchou du web. Oui, alors c'est vrai que les animaux de manière générale, c'est c'est un peu les totems d'Internet, on va dire. Pendant des années, c'était le chat roi d'Internet, puis ça a été le chien, puis il y a eu plein de variantes. Il y a eu des animaux célèbres, des fois pour des raisons très, très tristes, comme Harambe, qui était un gorille qui est mort en fait dans un zoo, et tout le monde l'a célébré, on a fait un mème, etc. Un mème, c'est tout et n'importe quoi maintenant sur Internet. C'est à la base souvent une image... on va dire qu'on détourne, sur lequel on rajoute du texte, avec une intention un peu humoristique, ironique. Mais de manière générale, un mème, c'est tout simplement quelque chose qui existe en ligne. Ça peut être un mot, un gif, un extrait vidéo, qu'on va dupliquer, répliquer, détourner encore et encore, jusqu'à l'épuisement, en fait, avec toujours l'intention de faire rire ou des fois de passer des messages politiques. Un mème peut surgir vraiment de n'importe où. On peut voir sur Twitter quelqu'un qui a 20 abonnés et qui va poster une image assez drôle, un commentaire qui va bien avec, et avoir des dizaines de milliers de likes ensuite, voir son image voler à droite à gauche, passer par Facebook, par Instagram, revenir sur Twitter, etc. Donc il peut y avoir quelque chose de spontané et d'assez pur là-dedans. Mais aujourd'hui, maintenant, le mème, c'est devenu une industrie. Et, sur Reddit, sur 4chan, on parle même d'usine à mèmes presque, où il y a des groupes qui s'organisent pour créer des mèmes de toutes pièces, les répliquer, faire eux-mêmes toute une vague de mèmes très différents, inspirés d'une même image, d'une même vidéo, en espérant faire un buzz tout simplement. Et ça, c'est récupéré par des agences de pub, par des politiques, etc. Donc, il y a un côté un peu puriste chez certaines personnes où un vrai mème, c'est un mème qui vient de la base de gens, des internautes, mais il y a aussi toute une récupération politique et marketing de ça, avec des mèmes qui émanent un peu des fois un peu pour les mauvaises raisons, on va dire. Je pense que les animaux sont des bonnes bases à mèmes parce que on projette beaucoup de nos émotions chez eux, parce qu'ils font partie de notre quotidien pour une partie d'entre eux, les animaux de compagnie. Et je trouve qu'ils arrivent à véhiculer quelque chose d'assez différent. Et puis, un des mèmes, quand même, les plus connus, une des phrases d'Internet les plus connues, c'est « Sur Internet, personne ne sait que tu es un chien ». Donc, d'emblée, il y a eu cette culture-là qui était bien présente et qui s'est vraiment développée, avec tout un tas d'animaux très différents, et même des fois des animaux méconnus qui deviennent des mèmes juste parce qu'ils étaient méconnus et très mignons en fait. Je suis obligé quand même de te parler du capybara, de ce que toi t'en as perçu de ton œil de grand habitué d'Internet. Quand tu vois un petit personnage comme ça apparaître, alors c'est pas un personnage central, dans la culture web ça devient un peu un second couteau, mais il est là quand même. Qu'est-ce que tu vois toi dans cette émergence ? Je vois une tronche. En fait c'est ça, c'est l'expressivité qu'il peut y avoir chez les animaux qui est assez folle, et cet animal-là il est incroyable. On
peut y faire passer tout un tas d'expressions, et en plus dans ses comportements animaliers, il a tendance à s'acoquiner, à devenir ami avec d'autres espèces, etc. Donc il y a une forme d'affection qu'on a d'emblée pour lui, une espèce d'animal qui est pas moche, mais qui a un physique particulier, on va dire, si on veut juger le physique, ce que je vais pas forcément faire, mais et de voir que il se fait quand même des potes, donc on est là pour lui, on a envie de le soutenir, on a dit on est content pour toi, t'es bien entouré, t'as l'air de vivre ta meilleure vie, et voilà, et ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle le wholesome. C'est sur internet, c'est cette idée qu'on peut faire des mèmes positifs, plutôt bienveillants, bon, avec des fois des dérives, mais ça appartient à cette catégorie qui est assez sympathique du mème, où c'est pas de la moquerie, mais c'est plutôt de la mise en avant bienveillante. Avec parfois aussi des petits usages politiques, il peut dire que sous ce dehors sympathique et affectueux comme ça, il peut cacher des complexités. Oui, voilà, c'est ce qu'on a vu en Argentine. Ce qui est marrant, c'est que il existe sur Internet en tant que mème depuis assez longtemps. Il a eu des pics un petit peu de popularité depuis une dizaine d'années assez régulièrement. Mais là, en fait, quand on couple ça à un discours sur l'écologie, sur le communisme, qui sont deux thématiques extrêmement présentes dans la culture web actuellement, et notamment sur TikTok, le communisme, les mèmes, les parodies, etc. dessus sont extrêmement présentes. Oui, c'est fou, c'est de se dire c'est un animal un petit peu intemporel qui peut s'adapter à toutes les situations politiques et humoristiques qu'il y a, et notamment sur Internet où ça va quand même très très vite. Et donc on en revient à l'affirmation de départ, ce rongeur aux allures modestes et affables est peut-être bien le héros qu'il nous faut pour affronter une époque chaque jour plus éprouvante. Je vous invite donc toutes et tous à hisser haut les couleurs du glorieux, du triomphant, du merveilleux capybara. Merci à Charline Ricard, au Parc Zoologique de Paris, à Flora Genoux et à Vincent Manilev pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Pauline Lagache. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.